Donc Florence Hosty, vous êtes chercheur au LISE, donc laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Vous êtes directrice de l'exécutif master sociologie de l'entreprise et stratégie de changement Sciences Po Paris, maître de conférence à la direction de la formation continue de Sciences Po Paris. Et en parallèle, quand vous avez un peu de temps, vous arrivez à réaliser quelques interventions sociologiques en entreprise. Travaux de recherche portent sur la question de l'identité, du métier, de l'engagement et de la reconnaissance au travail. Vos principales publications, les mondes sociaux de l'entreprise, le désir de métier, engagement, identité et reconnaissance au travail. Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est tout à fait exact. Vous avez également une question qui vous a été posée, délicate, que l'on va écouter ensemble. Je me présente, Amar Dib, coordonnateur santé et sécurité au travail d'LNJ, exploitant des terminaux méthaniers du groupe GDF Suez. Ma question est la suivante, c'est comment mener un changement et engager dans cette démarche de changement les collectifs, alors que dans le même temps, l'organisation prévoit de réduire les effectifs. Alors d'abord, je voudrais dire merci pour cette question, tout à fait simple. Je n'ai pas de baguette magique, donc effectivement, je prendrai la question plutôt autrement. Non pas comment engager les collectifs. Là, on voit que la situation n'est pas évidente pour les managers, mais plutôt dans quelle mesure peut-on engager des collectifs alors même que le contexte social n'est pas très très propice à une euphorie spontanée et collective. Alors ce que je trouve très intéressant en revanche dans cette question, c'est qu'elle traduit bien quand même des situations tout à fait contemporaines et des formes un peu d'injonction dans lesquelles les salariés et les managers notamment sont placés, c'est-à-dire des situations qui sont difficiles en termes d'insécurisation des personnels, en termes de menaces, là en l'occurrence sur l'emploi, et par ailleurs la nécessité de devoir se mobiliser pour des démarches de changement qui ne seront ni les premières ni les dernières et dont on n'est absolument pas certain que ces démarches de changement n'amèneront pas d'ailleurs à d'autres réductions d'effectifs. Donc dans ce cas de figure, on peut souhaiter bonne chance aux managers, mais pour aller juste un petit peu plus loin, je profiterai de l'occasion du coup peut-être pour distinguer des scènes. Ce que nous révèle cette question, c'est qu'il y a différentes scènes d'engagement. Il y a une scène vis-à-vis de l'entreprise, l'engagement au service de l'entreprise. Et on voit bien que sur cette scène-là, il peut y avoir une altération du pacte de confiance ou du lien de confiance ou de loyauté qui s'exerce entre les salariés et l'entreprise. La deuxième scène, c'est celle du travail, de l'activité, des situations de travail dans lesquelles les individus et collectifs sont engagés, et que, en distinguant ces deux scènes, cela permet peut-être aussi de se dire que il peut être difficile de mobiliser les salariés au service de démarches de changement sans qu'il puisse y avoir dans tous les cas de figure, une appropriation de ces démarches pour de nouvelles pratiques, peut-être est-il possible de continuer à mobiliser les salariés au niveau de l'activité de travail, des situations de travail. Et c'est bien d'ailleurs un des paradoxes que l'on perçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un très fort engagement, une très forte implication encore au niveau du travail, de l'activité de travail, et une certaine défiance à l'égard de ce que peut promettre l'entreprise en termes de projection, d'intégration dans le temps. Alors, du coup, face à cette question-là, j'aimerais vous inviter à relier cette question du métier avec celle de la culture sécurité, qui est un petit peu le thème de cette journée. Alors, vous l'aurez compris, ça a été déjà dit à de multiples reprises, la culture sécurité ne se prescrit pas. On a parlé de construction sociale. Évidemment, je soutiendrai cette approche-là. Et pour autant, lorsque l'on parle de culture sécurité, on est très très vite finalement amené à une sorte d'injonction. C'est-à-dire que si l'on est bien d'accord que des règles de sécurité ne sont pas autoporteuses de comportements
en sécurité. Pour autant, la culture sécurité peut apparaître bien souvent comme une autre forme de prescription qui viserait de manière quasi magique ou par voie peut-être par injonction, par injection, voyez, intraveineuse, une autre manière d'appréhender la sécurité, c'est-à-dire d'intérioriser ces règles de sécurité. Mais après tout, dans les deux cas de figure, on peut rester très très vite sur la question de la prescription. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde ait une culture sécurité, avec l'idée qu'évidemment l'intériorisation est plus efficace que le respect de la règle qui est extérieure aux individus. Mais comment on fait? Voilà. C'est-à-dire, l'énigme, c'est bien celle du processus par lequel se construisent ces cultures. Si elles ne se prescrivent pas, alors peut-être faut-il s'intéresser à la manière dont elles vont émerger, se tisser, se transmettre aussi et se régénérer. Donc première chose sur cette question de la culture, c'est cette question, est-ce que entre finalement une prescription et une construction autonome, comment appréhender cette notion-là? Deuxième question qui me vient à propos de cette notion, c'est est-ce que du coup, en parlant de culture-sécurité, on identifie un enjeu qui devient majeur et qui intègre tous les autres, ou est-ce que c'est finalement un enjeu en plus de tous les autres paramètres, qualité, performance, bien sûr, baisse des coûts, vous voyez, qui s'ajoutent et qui fait que de ce fait-là, on peut envisager la culture sécurité et les dispositifs qui y sont associés sous une forme un peu de silo, vous voyez, où chaque enjeu deviendrait un peu, s'autonomiserait les uns par rapport aux autres, et donc il y aurait d'un côté, vous voyez, des politiques sécurité, c'est de la fiction, hein, ce que je vous raconte bien sûr, de l'autre côté des politiques environnement, de l'autre côté des politiques qualité, et dont l'intégration relèverait d'une sorte de magie au niveau, vous voyez, des personnes qui sont concernées. Alors, est-ce que du coup, on est dans cette injonction, vous voyez, à rajouter un enjeu de plus, à charge des collectifs et des managers de s'en débrouiller pour finalement les faire rentrer plus ou moins de force avec les autres paramètres? Ou est-ce que finalement, cette notion de culture sécurité ne viendrait-elle pas convoquer l'idée de revoir à nouveau frais les situations de travail et de s'intéresser de près à l'activité et notamment au dilemme de l'activité, puisque c'est bien à ce niveau-là que doivent s'articuler l'ensemble de ces paramètres qui font finalement le travail quotidien des salariés et des managers. Alors, je vous invite à faire une sorte de pas de côté pour visiter, vous emmener faire un petit voyage finalement du côté des métiers. Alors les métiers, bon, c'est un peu mon dada, c'est-à-dire que c'est à la fois une expérience individuelle et collective de travail qui s'enracine dans des conditions d'organisation et de gestion un peu particulières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du métier dans toutes les formes, dans tous les univers de travail. Il y en a sous certaines conditions, et je vous inviterai à les découvrir un petit peu avec moi, et de voir comment finalement, en prenant cette focale-là, on peut peut-être réinterroger à nouveau frais ou relire les questions qui sont liées à cette notion de culture sécurité. Alors, ce qui est intéressant à travers la notion de métier, c'est qu'on est face à un paradoxe. On n'a jamais autant fait appel à l'initiative, à l'engagement des individus au travail, à leur professionnalisme, à leurs compétences. Et d'un autre côté, le métier est une sorte d'impensé de l'organisation. C'est-à-dire qu'on va le rabattre sur des compétences requises, sur de nouveaux objectifs, sur des rôles à respecter. Et il y a un faible intérêt malgré tout, à ce qui en fait la dynamique sociale. C'est-à-dire, c'est quoi ce lien social particulier que l'on pourrait nommer métier?
Au fond, ce qu'on peut comprendre, puisque cette résurgence quand même de l'intérêt autour du métier est assez récente, ça a quand même quelques décennies, mais enfin, à l'échelle de l'histoire des organisations, c'est assez récent, puisque toute une partie de l'histoire a été plutôt d'offrir une rationalisation des métiers, vous voyez, pour comment dire, faire face à ce que Taylor appelait la flânerie des ouvriers. C'est-à-dire qu'il fallait réduire l'autonomie, il fallait qu'on puisse penser, d'une manière scientifique le travail pour plus d'efficacité. Donc le retour quand même de l'intérêt du métier, il est quand même assez récent. Et c'est comme si finalement on voulait avoir les bénéfices, une certaine partie, une certaine facette du métier sans en avoir l'autre facette. C'est-à-dire, on voudrait avoir l'initiative, l'autonomie, la compétence qui se régénère, qui circule, qui se développe en permanence, mais pas de réel pouvoir, de la part des gens de métier, pas de revendication de la part des gens de métier, puisque du coup, c'est la hantise du retour des corporatismes, dont on voit bien qu'il reste encore d'ailleurs assez vivant en ce moment. Mais en tout cas, c'est comme si on ne pouvait pas parler de métier, on ne pouvait pas convoquer le métier sans tout de suite convoquer son espèce de fantôme, qui serait la rigidité, qui serait du coup, cette fossilisation dans la défense des privilèges et dans le fait du coup d'avoir des acteurs de contre-pouvoir. Et c'est bien autour, me semble-t-il, de ce malentendu que vient se nicher cette impensée du métier dans l'organisation. Alors moi, je vous propose du coup d'essayer d'aller regarder ce qui s'y joue. Et pour ce faire, peut-être de clarifier quelques distinctions. Le métier, ce n'est pas l'emploi. Le métier, c'est dans ce que j'ai pu appréhender, c'est d'abord une manière de se définir. Moi, madame, j'ai un métier. Même si ma catégorie d'emploi ne le mentionne pas, c'est d'abord l'idée que ce que j'engage de moi dans l'activité de travail a une signification particulière, trouve un espace d'autonomie suffisant pour que je puisse y mettre de l'engagement subjectif, et que de ce fait-là, le métier est différent d'une catégorie d'emploi. C'est différent aussi d'une profession qui renvoie à un statut d'emploi qui a, dans la forme la plus aboutie, qui ferme, le marché du travail aux seuls professionnels habilités, dûment formés, mandatés, et qui s'intéresse justement à la manière dont un groupe social, un groupe professionnel, tente de faire valoir son utilité à travers l'édiction de toute une série d'attributs et de privilèges qui y sont associés. Lorsque j'évoque la notion de métier, c'est plus en termes d'une manière de vivre ensemble le travail. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous propose finalement comme manière d'appréhender ce métier ? Eh bien, c'est 3 instances ou 3 registres ou 3 modes de production de ce métier. Première production, premier registre, c'est celui d'une compétence pratique. Alors, lorsque j'évoque la notion de compétence, ce n'est pas celle qui est utilisée fréquemment par les DRH en termes de gestion des compétences, puisque là, on est davantage dans l'idée d'une qualification individuelle requise, mais c'est plutôt ce qui se construit dans l'expérience de travail, c'est-à-dire comment le fait d'affronter des aléas, d'être soumis à une forme de complexité et des dilemmes de l'activité vient mobiliser chez les individus une manière de rapporter cette situation singulière à un ensemble de situations déjà rencontrées pour identifier si c'est une situation familière ou totalement inédite et convenir finalement à l'intérieur de soi quelle va être la bonne intervention possible, ajustée à la situation de travail. Donc la compétence pratique, c'est en fait un processus de développement permanent et de transformation de l'expérience en compétence qui s'ajoute évidemment à toute une série de savoirs déjà constitués. Alors évidemment, c'est une compétence dont une partie est totalement invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les délibérations à propos du travail, et qui sont bien nécessaires pour pouvoir poser un geste efficace sur une situation.
Alors cette compétence, elle a une deuxième particularité. Elle n'est pas qu'individuelle, c'est une compétence aussi collective d'ajustement que l'on peut rapporter à la notion de coopération. Travailler entre gens de métier, c'est savoir justement s'ajuster entre professionnels de spécialités différentes, comprendre la logique et les contraintes de l'autre partie pour pouvoir ensemble dégager ce qui va être du coup une intervention efficace dans un contexte d'interdépendance. Alors cette coopération, là encore, bien sûr, elle ne se décrète pas. La confiance spontanée, moi je n'y crois guère. Je pense que là encore, c'est l'histoire d'une construction. C'est qu'à travers l'expérience, on va identifier les personnes avec lesquelles on peut tisser des relations de confiance puisqu'elles sont éprouvées dans les situations, et d'autres personnes avec lesquelles, du coup, l'expérience n'a pas été forcément concluante. Et de ce fait-là, cette confiance, elle est toujours conditionnelle et elle se rejoue en permanence dans l'activité de travail. Production d'une compétence pratique. Deuxième registre, c'est un registre identitaire. Dire qu'on a un métier, c'est pas juste se référer à un savoir qui est efficace, un savoir pratique, mais c'est aussi dire quelque chose de son mode de définition, qui est tout à la fois, révèle à la fois un mode d'engagement subjectif dans l'activité. J'y construis une partie de moi-même. Évidemment, ça suppose un minimum d'autonomie pour pouvoir le faire. Mais c'est aussi une manière de construire un collectif d'appartenance, c'est-à-dire un vivre ensemble avec d'autres qui va faire, qui va faire sens, qui va donner aussi qui va constituer une sorte de cadre de réassurance, un étayage aux individus, qui va faire l'objet aussi de la construction d'une sorte de référentiel commun d'action, ce qu'Yves Clos appellerait le genre, le générique de l'activité, et qu'il distinguerait de ce que individuellement les individus vont développer, qui sera le style, c'est-à-dire la manière singulière et personnelle dont on réalise et dont on exerce son art de métier. Ce collectif est très important puisque c'est à l'intérieur de ces relations avec d'autres, à travers des rituels qui peuvent être des rituels professionnels, d'intégration, d'apprentissage ou d'autres formes de défis ou de challenges qui sont rencontrés. Ça peut être aussi des rituels de convivialité ou de célébration de ce collectif qui du coup est extrêmement important aujourd'hui, puisque cet affaissement des possibilités d'un collectif n'est pas sans lien avec aussi le développement de ce qu'on appelle de certaines formes de risques psychosociaux, avec un vécu très isolé et individuel de ce qui fait la difficulté de pouvoir surmonter les épreuves du travail. Donc soigner le collectif est effectivement quelque chose qui me semble extrêmement important et qu'on peut relier certainement de manière assez directe avec aussi des notions de culture sécurité. Troisième instance, c'est une notion de règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier sans règles qui organisent les relations à l'intérieur d'un groupe professionnel et avec les autres groupes professionnels. Donc, si l'on se situe en organisation, ce sera d'une part l'attention à la manière dont on est reconnu dans l'échelle symbolique des métiers. Vous savez qu'il y a des métiers nobles et des métiers moins nobles, donc qui se traduisent par là aussi des règles tout à fait concrètes de manière dont sont gérés certains groupes professionnels. Certains ont plus de règles dérogatoires avantageuses que d'autres, et ce n'est pas sans lien avec le prestige dont ils bénéficient. Mais ça se rejoue très très localement avec la hiérarchie, c'est-à-dire dans cet ajustement permanent entre des règles prescrites qu'il convient de respecter et la réalité de l'activité qui suppose de pouvoir, parfois prolonger les règles par des pratiques un peu plus inventives, les contourner, les transgresser, en tout cas trouver une manière de faire l'activité de la manière la plus efficace dans un contexte donné. Et là, ça se rejoue dans cette relation avec la hiérarchie locale, et on peut parler de règles locales, de métier, de négociation avec des managers dont
un des problèmes, c'est qu'il bouge beaucoup. Voilà. Donc ça donne à cette forme de régulation une certaine vulnérabilité ou une certaine réversibilité qui est en lien avec le mouvement permanent de ces managers. À travers, du coup, ces 3 instances, ce qui me semblait important de rappeler, c'est que, du coup, une dynamique sociale de métier, ce n'est pas qu'une logique individuelle, même s'il y a une focalisation dans les modes de management et de gestion et d'organisation sur l'individu, c'est aussi une dynamique collective. Et cette dynamique collective, elle est vraiment à prendre en compte et à reconnaître comme telle, même si elle ne rentre pas bien dans les cases des indicateurs de gestion. Donc c'est une instance, si ça revient en force, c'est que c'est une instance efficace. C'est-à-dire que probablement le métier est une manière d'absorber la complexité de l'activité, certainement plus efficace que la simple rationalisation du travail. Alors, dans vos univers, bien sûr, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a un foisonnement de règles, il y a un mouvement de rationalisation qui est extrêmement important au regard des enjeux auxquels vous avez à faire face, et en même temps, il y a une nécessaire autonomie des professionnels pour pouvoir réaliser l'activité. Et c'est comment tenir les deux. Et c'est là où il me semble qu'il y a un rôle des managers tout à fait important à réhabiliter ou à repenser, justement dans la manière dont ils pourraient être davantage des chefs d'orchestre de ces dynamiques sociales de métier, non pas juste des garants des règles, non pas juste des Excelman, vous savez, ces gestionnaires qui sont des champions des tableaux Excel, mais justement des managers un peu plus proches du terrain, et pas seulement à travers des visites de terrain, voilà, qui est quand même l'invention extraordinaire que l'on a trouvée pour remettre les managers sur le terrain. Mais si vous allez voir votre tante au 1er de l'an lui rendre visite, eh bien, vous vous faites propre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une mise en scène de soi qui fait que la poussière, on la cache sous le tapis et que le manager, il voit pas grand-chose, ou en tout cas, il voit ce qu'on veut bien lui montrer. Et de ce fait-là, il me semble que pour répondre à des plaintes de reconnaissance qui sont très fortes et qui sont concomitantes avec cette affirmation de métier, ces plaintes se traduisant par des plaintes sous forme individuelle et peu finalement conflictuelles ou peu collectives, eh bien, il y a probablement de la part du manager à ouvrir justement ces arènes de jugement sur le travail. Arènes de jugement sur le travail qui portent à la fois sur l'efficacité du travail qui a été effectué à travers ces résultats, mais aussi reconnaissance de ce qui est mobilisé et convoqué pour exercer ce travail. Alors, juste sur un mot de conclusion, c'est bien sur ce rôle du management pour porter la culture sécurité en plus de tout ce qu'il a apporté, c'est-à-dire ils ont apporté beaucoup de choses, les managers, et ils sont aussi fatigués qu'on veuille faire d'eux des leaders permanents. Mais en tout cas, effectivement, et peut-être qu'à travers une réflexion plus globale qui intégrerait à l'intérieur du métier l'ensemble de ces paramètres, dont la sécurité, peut-être pourrait-on les accompagner davantage pour pouvoir justement à la fois tenir les deux bouts, c'est-à-dire à la fois être des relais de cette régulation de contrôle, c'est-à-dire des objectifs qu'on leur demande de tenir, mais aussi être des protecteurs de ce qui est produit de manière autonome et efficace sur le terrain. Et dans ce rôle de médiation, il y a probablement là à écouter une nouvelle plainte qui, elle, pour le coup, est très très forte au niveau du management, de savoir quelle posture est tenable pour eux et soutenable de manière plus durable. Voilà, je vous remercie.